Bienvenue à tous pour cette table ronde dans le cadre de notre journée de partenariat Sciences Po Grenoble et la faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université Lyon 2 sur le thème de l'animation de la démocratie dans les organisations de l'ESS. Nous sommes donc particulièrement ravis d'accueillir autour de cette table cet après-midi des représentants de structures, mais aussi enseignants-chercheurs et également consultants qui vont apporter donc leur point de vue sur les difficultés de mise en pratique d'animation de la démocratie et les enjeux bien évidemment pour ces organisations de réussir cette difficulté d'animer au mieux le projet au sein des structures. Alors, nous aurons donc autour de la table, nous allons vous demander de vous présenter très rapidement et peut-être déjà de situer les enjeux pour vous dans le cadre de vos activités de terrain, bien évidemment sur ce thème très général. Alors, nous accueillons cet après-midi Jonathan Sandigaro qui a réalisé une thèse en sciences de gestion qui a reçu d'ailleurs un prix l'année dernière, le prix de l'AIMS, cette thèse ayant été réalisée dans le cadre de la Massif. Florence Martin, qui est présidente de ERCOP, Rhône-Alpes, et qui nous fera la présentation du développement de la structure et des enjeux démocratiques au sein de la structure actuellement en très fort développement justement. Je présente également Kevin Guillermin, qui est co-directeur du GRAP et qui nous fera également état des enjeux, des difficultés, des leviers aussi pour développer les pratiques démocratiques au sein du groupement. Anne-Claire Ville, qui représente cet après-midi MRJC Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous fera donc le témoignage, en tout cas nous apportera le témoignage d'une structure qui travaille avec les jeunes et pour les jeunes dans des secteurs qui seront du coup complémentaires de ce que nous aborderons dans le cadre des autres structures, le domaine de l'éducation, le domaine de l'agriculture également. Et puis Julien Berlusconi, consultant, entrepreneur, qui vient de développer sa propre organisation de conseil pour accompagner justement les structures et les personnels dans leur développement individuel, mais aussi la gestion des conflits et la mise en place d'approches alternatives d'acquisition de compétences, justement sur le fait d'animer au mieux les collectifs dans les organisations de l'ESS, mais pas que, et qui sera également, qui pourra nous apporter en tout cas son éclairage aussi sur sa participation au sein des collectifs d'organisation de l'ESS. Je vous cède donc la parole pour une rapide présentation de vos terrains et de la façon dont vous souhaitez peut-être introduire aussi le thème par rapport à votre vécu personnel. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci infiniment aux organisateurs de m'avoir invité à participer à cette journée. Je vous présente mes excuses par avance, je suis un peu malade, donc j'espère pouvoir m'exprimer assez clairement cet après-midi. Donc, comme Isabelle disait, j'ai soutenu l'année dernière une thèse en sciences de gestion, une thèse en stratégie plus spécifiquement, qui portait sur l'élaboration de la stratégie dans les grandes entreprises de l'économie sociale, et j'ai eu le plaisir de réaliser ce travail de recherche pendant 4 années au sein de la Massif, où j'ai pu suivre essentiellement la vie des instances de gouvernance politique et technique. Alors comme vous le savez, comme Sébastien l'a très bien rappelé ce matin dans sa conférence, les organisations démocratiques, quand elles se développent, elles font face au risque de leur dégénérescence. Soit parce que les principes de décision sont devenus sclérosants pour l'organisation qui, dès lors, n'arrive plus à se transformer et qui finit par faire faillite, soit parce qu'au fil de son développement, l'organisation se banalise et finit par perdre son caractère alternatif. Alors, ce risque-là de la dégénérescence des organisations, on comprend en fait très bien dès lors qu'on regarde comment les stratégies se construisent dans ces organisations démocratiques. Alors, les entreprises de l'économie sociale, coopératives, mutuelles, associations, sont ce qu'on appelle en stratégie des organisations pluralistes. Le pluralisme en question, c'est d'abord un pluralisme des logiques de raisonnement et d'action que ces organisations mettent en œuvre. C'est-à-dire que comme toutes les entreprises, elles opèrent selon les logiques économiques et financières propres au fonctionnement des marchés concurrentiels, mais également en tant qu'organisation non lucrative mue par une volonté de transformation de leur environnement, elles opèrent selon les logiques politiques et sociales propres aux territoires sur lesquels elles sont en activité.
Et d'une manière redoublée, le pluralisme en question, c'est un pluralisme des perspectives et des pouvoirs dans la gouvernance. En tant que société de personnes, les entreprises sont gouvernées de manière démocratique, selon le principe une personne, une voix, et il existe en leur sein de multiples perspectives légitimes quant à la manière de définir l'identité de l'organisation et quant aux voies de développement qu'il s'agit de privilégier pour celle-ci. Donc, dans les organisations démocratiques et pluralistes, où le pouvoir est partagé, où les perspectives sont en compétition et où les objectifs sont en débat, élaborer une stratégie, c'est éminemment difficile. Pourquoi? Parce que les multiples sphères de légitimité qui sont associées aux différentes perspectives en compétition, eh ben, c'est autant de lieux de contestation possibles du changement. Alors, quand la contestation généralisée ne provoque pas purement et simplement une paralysie collective, il se trouve que les projets élaborés se révèlent assez souvent peu réalistes. Pourquoi cela? Parce que dans le processus de formation des stratégies, les enjeux qui nécessitent la transformation des différents espaces de légitimité se trouvent généralement écartés, pour des raisons très simples de pouvoir, et seuls les projets qui sont formulés de façon suffisamment ambiguë parviennent à faire consensus. Cependant, quand on vient déployer ces projets, ils ne viennent pas assez répondre aux problèmes qui ont motivé en premier lieu le questionnement stratégique. Et on se rend vite compte qu'il y a une inadéquation entre les stratégies qui sont menées et les enjeux qui avaient présidé à la phase de questionnement stratégique. Et bien vite, on cherche à répondre à cette inadéquation en entrant dans une nouvelle phase d'élaboration de la stratégie, de déploiement et ainsi de suite. Donc en somme, dans les organisations démocratiques et pluralistes, la sclérose ou au contraire l'instabilité du processus de questionnement stratégique et de prise de décision sont rapidement si grands qu'elles empêchent le plus souvent les collectifs de construire de manière délibérée les futurs souhaités. Et quand on n'arrive pas à construire de façon délibérée le futur de l'organisation, eh ben on évolue au final par la force des choses en imitant ce que font les concurrents et tout le monde finit par se ressembler. Donc moi, après cette situation, ce que j'ai cherché, c'est comprendre comment il est possible de maintenir dans les grandes entreprises de l'économie sociale une dynamique politique et stratégique qui permette aux organisations de conduire une transformation collectivement délibérée. Donc quelles sont les difficultés liées à l'élaboration démocratique et pluraliste des stratégies et quelles sont ses modalités? Voilà un petit peu les points sur lesquels je pourrais parler cet après-midi. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme donc Florence Martin, je représente Enercop, qui est donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On va avoir à transposer tout ce qui vient d'être expliqué dans un cas concret. Enercop, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable qui présente la caractéristique d'être sous forme d'une coopérative. Donc une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc déjà avec ce statut-là, il y a plein de choses par rapport à la démocratie qui vont effectivement nous intéresser. Et au-delà d'être un fournisseur d'électricité, comme il en existe d'autres sur le marché, notre particularité c'est d'être aussi sur une finalité de transition énergétique et citoyenne. Et c'est là que le sujet de la démocratie va venir nous interpeller parce que nos enjeux, au-delà de fournir une électricité à nos consommateurs, ça va être de leur permettre de se réapproprier la question de l'énergie. Et donc là, ça pose la question de la démocratie sur un certain nombre de sujets, et notamment particulièrement sur celui de l'énergie, dont on nous a très largement appris à ne pas s'en préoccuper en tant que citoyen. Donc moi ce qui m'intéresse dans le sujet aujourd'hui, c'est comment à travers un modèle d'entreprise qui a donc ses finalités économiques, organisationnelles, stratégiques, comment on est aussi sur ce sujet de réappropriation par le plus grand nombre. Et donc ça fait écho à ce qui vient d'être dit sur ce qui est organisé dans une coopérative, c'est le multisociétariat, particulièrement dans les SIC, Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif, où donc on a, comme ça a été dit ce matin par Sébastien, on est sur une organisation de parties prenantes plutôt que sur une organisation de membres. Et donc tout ça pose des questions de démocratie et d'organisation de cette démocratie, en particulier avec la question du développement économique, puisque Isabelle l'a rappelé tout à l'heure, on est une structure en développement, en assez fort développement, et donc ce qu'on avait pu poser comme enjeu démocratique quand on était très peu nombreux,
aujourd'hui doivent être réinterrogées et comment on continue à fonctionner dans un processus le plus démocratique possible, parce que c'est aussi la promesse que l'on fait à nos sociétaires, tout en étant un grand nombre. Aujourd'hui, c'est 50 000 clients, dont la moitié sont sociétaires, donc 20 000 sociétaires, consommateurs, dans un collège consommateur, mais on a aussi 130 producteurs d'électricité qui aussi sont coopérateurs de la coopérative. On a aussi les salariés, aujourd'hui environ 150 salariés. On a 150 administrateurs répartis dans 10 coopératives sur le territoire national métropolitain. Donc comment on fait vivre la démocratie à tous les échelons de cette organisation, et toutes les questions qui ont été posées ce matin nous interpellent là-dessus. Et donc face à un modèle de développement économique qui est aussi porté par la concurrence, je suis très intéressée par les propos qui viennent d'être tenus sur le risque de banalisation qui a été évoqué, et le fait que si on n'arrive pas à réinterroger notre projet, on fait comme la concurrence. Et aujourd'hui, Enercop était jusqu'à présent un des seuls opérateurs à avoir une offre 100% énergie renouvelable. Aujourd'hui, c'est un sujet qui se développe, et tant mieux, parce que c'est aussi ça qu'on a cherché. Mais du coup, en tant qu'entreprise et en tant que modèle économique, on fait face à une concurrence qui se développe. Donc comment on agit ? Est-ce qu'on fait comme eux ? Est-ce qu'on s'aligne sur leur discours et on ne sera jamais aussi bon qu'eux parce qu'on n'a pas les moyens et on n'a pas les organisations qui vont ? Ou est-ce qu'on joue sur notre différenciation ? Et notre différenciation aujourd'hui, c'est notre modèle coopératif et démocratique. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc, je suis ravi d'être ici. Moi, je m'appelle Kevin Guillermin et je suis co-directeur d'une coopérative qui s'appelle GRAP, ça veut dire Groupement Régional Alimentaire de Proximité. Donc, on est un groupe coopératif avec une quinzaine de structures juridiques et une centaine de personnes qui travaillent à l'intérieur de GRAP. La coopérative existe depuis 5 ans, et donc notre champ d'action, c'est l'alimentaire bio local, donc la transformation et la distribution de produits alimentaires bio et locaux. Donc on est aussi sur le front de la transition, comme Florence et comme Enercop, mais plutôt sur la question de la transition alimentaire. Nous, du coup, on a un projet qui est un projet économique, bien sûr, mais qui est aussi un projet politique. Le projet politique de la coopérative, il s'articule autour de 3 piliers qui sont l'alimentation durable, évidemment, ça c'est les enjeux liés à notre secteur d'activité, donc le fait de faire la promotion d'une alimentation bio, locale, de travailler sur des notions de circuit court, de réduction des déchets, de sobriété carbone. Mais ce n'est pas le seul pilier de notre projet politique. Le deuxième pilier, c'est la coopération au travail. Donc on fait la promotion d'une économie organisée sur un modèle coopératif, ce qui veut dire avec une propriété collective des outils de production, une réflexion sur la manière dont on va répartir la richesse au sein de la filière dans laquelle on travaille, mais aussi au sein de la coopérative, donc sur des questions d'égalité de revenus, et sur des enjeux de démocratie, sur des enjeux de participation à la prise de décision. Donc la démocratie fait partie de notre ADN, et on ne se pose pas cette question comme étant est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pertinent d'être démocratique. En fait, cette question, ça ne la pose pas, dans le sens où pour nous, le modèle coopératif et le fonctionnement démocratique, c'est plus un style de vie qu'une manière de s'organiser. Et du coup, je pourrais vous raconter, si ça vous intéresse, comment on est organisé d'un point de vue statutaire, notre conseil d'administration, l'Assemblée générale, etc. Mais ça, c'est la partie finalement statutaire assez ennuyeuse de tout ça. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que le fonctionnement démocratique, il fonctionne à partir du moment où on en fait une aventure collective et qui est aussi désirable. Et on s'attache, en tout cas dans notre expérience GRAP, à faire de la démocratie quelque chose aussi de sexy. Alors, il faut donner envie aux gens. Et du coup, donc, il y a 10 jours, on a organisé notre séminaire d'hiver. On organise 2 séminaires par an qui réunissent tous les membres de la coopérative. Donc du coup, on commence à se confronter à ces questions un peu du fonctionnement démocratique en grand nombre. Du coup, là, on fait des réunions, on est plus de 80. C'est évidemment un peu plus compliqué quand on est des 25. On a un taux de participation de à peu près 75% à nos séminaires. Du coup, ce qui est plutôt un bon score, donc on est plutôt content. Et si les gens viennent, c'est parce qu'ils sont intéressés à ce qui va s'y passer, aussi un peu parce qu'ils pensent que c'est important de participer aux prises de décision, mais ça ne suffira pas. S'ils viennent, c'est aussi parce qu'ils sont contents de venir et parce qu'ils ont l'impression de participer à un truc chouette, et ils sont aussi mus par ça, a fortiori dans la mesure où nous on a un public d'entrepreneurs qui sont des gens qui du coup travaillent beaucoup,
qui généralement travaillent 6 jours sur 7. Quand on demande de venir le dimanche, ça veut dire qu'ils vont travailler le 7e jour de la semaine. Et du coup, voilà, moi, ce que j'aimerais porter aussi cet après-midi, c'est cet enjeu-là, de dire la démocratie, ça ne doit pas être juste des statuts et des réunions ennuyeuses, mais aussi un style de vie désirable. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Julien Berlusconi, entrepreneur au sein d'une coopérative qui s'appelle Graines de Sol, Sol pour Sud-Ouest Lyonnais, donc qui est basée à Pierre-Bénite. C'est une coopérative d'activité et d'emploi qui regroupe environ 250 entrepreneurs, dont 150-200 sont salariés de leur activité, comme moi-même. Et c'est un dispositif qui permet, un peu comme du portage salarial, de développer son activité, de s'en dégager un salaire. Sauf que la différence, c'est que ça crée un climat de coopération parmi tous ces entrepreneurs et un accompagnement au projet d'entreprise qui est assez puissant et vraiment soutenant. Donc on vit en interne une dynamique de coopération. Mon activité à proprement parler s'appelle Biome 21. L'idée, c'est d'apporter les enseignements des lois du vivant et de la nature au sens large. Et ça fait origine à ma formation de base, puisque je suis biologiste et c'est ce qui m'intéresse. Comment amener ces principes-là dans les organisations humaines qui sont faites d'êtres humains et vivants et qui, du coup, sont régies par des lois assez semblables. Et toute l'attention que j'ai, c'est d'essayer d'apporter justement comment exprimer ce qui est vivant dans les relations. Par exemple, oser porter sa voix. Si on est autorisé, il ne suffit pas d'être autorisé dans un fonctionnement démocratique, il faut aussi savoir s'affirmer, dire non, porter une objection. Il peut évidemment y avoir des tensions. Comment oser dire les tensions? Quelle culture il y a autour de ça? Est-ce que c'est bienvenu ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est tabou? Je parle de tensions qui peuvent devenir des conflits, donc la question est entière. En termes de structure d'organisation, comment ça grandit, voilà, il y a différents principes que je pourrais développer éventuellement. Et ma posture, en fait, plus que d'apporter du conseil ou d'être consultant, c'est plus d'être facilitateur, de poser des questions, d'écouter et de laisser les réponses émerger au sein des équipes ou des organisations que j'accompagne, en faisant le pari qu'elles sont là et par ce cheminement d'accompagner à l'autonomie ces personnes-là. Et surtout parce que moi j'ai ma propre expérience aussi dans le milieu associatif et coopératif, mais que quand j'ai 15 personnes en face de moi, les intelligences croisées sont bien plus performantes que la seule que j'ai. Et tout l'enjeu donc c'est je dirais de passer du rêve à la réalité, de l'idéal démocratique en particulier, des valeurs fortes, à la réalité du terrain et à la réalité surtout du facteur humain, c'est-à-dire de toutes les aspirations et la grandeur qu'on trouve dans l'humain, et en même temps toutes les limitations et les difficultés qu'on a à composer avec ce facteur-là, qui peut être à la fois un facteur de succès ou un facteur d'implosion, d'explosion d'une structure potentiellement, si ce n'est pas correctement pris en compte. Voilà. Et enfin, l'idée c'est d'intégrer aussi cette dimension personnelle au sein des projets collectifs, même de développement personnel et de voir que la réalité, c'est que les deux sont mêlés, c'est-à-dire mettre le personnel en dehors du côté professionnel, ça a ses limites, et quand on va vers des démarches de gouvernance partagée, on ne peut plus juste jouer un rôle ou porter un masque, il y a un engagement qui est plus fort, c'est ce que j'ai observé moi-même et dans les structures que j'accompagne. Donc comment on va trouver les ressources pour oser dire, s'affirmer, et finalement prendre son propre pouvoir et le mettre au service de la coopérative. Sinon, comme c'était dit ce matin, le pouvoir risque d'être capté par une élite ou par les personnes qui osent dire et se mettre en avant. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là. Et pour finir, je dirais que je travaille surtout au niveau de la culture plus que des outils ou des méthodes qui seraient assez superficielles. Tout est lié évidemment, mais voilà, c'est une approche plus sous-jacente qui m'intéresse pour un travail de fond et plus durable. Bonjour à tous et toutes, du coup Anne Clairville, je suis représentante du MRJC, donc c'est un mouvement associatif qui est pour les jeunes, donc uniquement de 13 à 30 ans,
et plus spécifiquement des jeunes ruraux. Donc on a un mouvement d'éducation populaire qui a bientôt 90 ans et qui a dû se réorganiser en fonction de la vie politique, de la vie de tous les jours, de sa naissance, donc en 1929 à aujourd'hui. Et donc toute la question de la démocratie et comment est-ce qu'on la met en place pour les jeunes, et plus particulièrement chez nous par les jeunes, puisque c'est uniquement une association qui va être gérée par les jeunes. On ne va pas retrouver d'adultes, si ce n'est pour nous aider ou nous aiguiller ou nous accompagner sur des points parfois précis. Et c'est que parce que nous, on va interpeller ces adultes-là, donc de plus de 30 ans, on va fixer cet âge-là. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas. Et voilà, donc c'est la part de ces adultes-là, elle est uniquement présente quand les jeunes, du coup, de 13 à 30 ans, les interpellent pour les aider à avancer sur un point particulier. Et voilà, donc c'est notre organisation, elle a vraiment une réflexion autour de la démocratie qui est à la fois double, qui est en son sein, où on va réfléchir à savoir comment est-ce qu'on va s'organiser pour être à l'écoute de tous, donc autant les plus jeunes qui ont 13 ans, et autant les plus âgés qui commencent à connaître un petit peu mieux l'organisation de l'association. Comment est-ce qu'on est à l'écoute de chacun et comment chacun arrive à s'approprier le projet politique de l'association et les actions qui seront ensuite menées par l'association. Et le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que tout cet apprentissage de la démocratie au sein de la structure de l'association, il puisse être porté vers l'extérieur et plus particulièrement sur le territoire de vie des jeunes qu'on accompagne tous les jours et qui sont... c'est au-delà de l'accompagnement puisqu'ils font partie intégrante de l'association. On dit qu'on fonctionne par militantisme. Il n'y a pas de... Chez nous, on utilise très peu le mot bénévole. Pour nous, l'importance, c'est que les jeunes soient engagés en tant que militants. C'est une différence pour nous qui est importante puisque ça va être vraiment de les pousser au maximum à s'approprier de tout ce qui va pouvoir être transparaître dans le mouvement, autant que ce soit les valeurs que porte l'association ou alors les échanges qu'ils vont pouvoir avoir aussi entre eux. Voilà, donc on essaye d'être à la fois sur de la formation et à la fois sur de l'action. C'est vraiment deux pôles qui nous semblent importants, de ne pas être uniquement sur se former à réfléchir à la démocratie, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on la met en place, et à être uniquement participant dans des assemblées générales ou dans des conseils d'administration. Mais c'est aussi après pouvoir mettre en pratique toutes ces connaissances et toutes ces compétences qu'ils auront pu acquérir sur un projet de territoire et un projet de vie aussi, parce qu'on va aussi pouvoir être là dans l'accompagnement des études et de projets de vie, surtout pour ceux qui s'installent en milieu rural, puisqu'on se cantonne, on se limite un peu aux jeunes ruraux, même si on essaye quand même d'avoir des échanges avec les jeunes dits urbains, où on va être sur du travail avec d'autres associations pour pouvoir s'ouvrir un peu à ces questions-là. Voilà, donc on a vraiment ce double enjeu là au niveau de la démocratie, et c'est quelque chose qui, comme disait Kevin, on ne se pose pas la question de est-ce qu'on va faire quelque chose démocratiquement, c'est un fait, on est tout le temps là-dedans, et c'est après comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va la mettre en pratique, comment est-ce qu'on va la réfléchir tous ensemble, et comment est-ce qu'après on va agir. Voilà.